Bonjour à vous, bienvenue sur Capital Nomade, la chaîne donc pour les expatriés. Ici, c'est moi et Neyel, donc nous sommes les deux fondateurs de cette chaîne, mais aussi de la plus grande école d'éducation financière pour expatriés. Aujourd'hui, une vidéo qui va vous permettre de vraiment introduire la finance pour les expatriés pour que vous puissiez être en mesure de prendre le contrôle de votre situation financière. On va décortiquer ensemble les 5 phases fondamentales pour bâtir un patrimoine sérieux à l'international. En premier lieu, on va comprendre comment reprendre le contrôle total de sa situation financière, comprendre ton cash flow, s'il est sain ou non, avoir une vision claire de ton patrimoine actuel pour bâtir finalement sur des bases solides, comment mettre un vrai plan en place pour atteindre tes objectifs financiers, ne plus y aller juste au hasard comme ça, savoir exactement combien tu dois mettre de côté, quand est-ce que ton objectif est réalisable et te donner la recette de comment bâtir ton propre roadmap financier. Et en troisième lieu, comment surtout maximiser tes années d'expatriation parce que trop de gens partent à l'étranger, travaillent extrêmement fort, font de nombreux sacrifices, s'éloignent pendant de nombreuses années de leurs proches, tout ça pour rentrer 5, 10, 15 ans plus tard sans avoir réellement construit un patrimoine qui est solide. Donc être expatrié, c'est une opportunité énorme, mais sans structure financière, cette opportunité se transforme en frustration totale parce qu'on a l'impression d'avoir fait énormément de sacrifices pour très peu en retour. Et pour terminer, on va surtout essayer de construire ensemble un système que nous-mêmes on utilise dans nos investissements pour être sûr à 110% de rester discipliné. Car encore une fois, le marché récompense pas forcément les plus intelligents, mais les plus réguliers. Donc bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo qui peut transformer ton avenir financier, si tu appliques les conseils qu'on te partage, aujourd'hui c'est un grand jour, celui où tu arrêtes d'improviser avec ton argent. Bienvenue dans Capital Nomade. Avant même de parler de stratégie, il y a une étape que 99% des expatriés négligent, le contrôle réel de leur argent. Pas avec des approximations, mais avec des chiffres clairs. Parce que la majorité du monde pense savoir où va leur argent. Mais en réalité, ils en savent absolument rien. Ils regardent leur solde bancaire, ils estiment à peu près leurs dépenses, puis ensuite de ça, ils se demandent pourquoi ils épargnent pas assez, pourquoi ils hésitent à investir et pourquoi ils ont peur de faire des mauvais choix financiers. En tant qu'expatrié, ce problème-là il est encore plus amplifié parce qu'on jongle entre plusieurs devises, plusieurs comptes qu'on a laissés dans plein de pays éparpillés. Donc évidemment que sans structure, mais c'est le chaos garanti. Il y a une vérité simple, mais inconfortable. Tu peux pas construire ta liberté financière sur du flou. Toutes les décisions futures vont dépendre de 3 chiffres. Et tu vas les reconnaître si tu as regardé notre podcast avec Florence Blémont. L'argent qui rentre, l'argent qui sort et ce qui reste à la fin du mois. Si tu connais pas ces chiffres, je suis désolé de t'annoncer qu'il y a de fortes chances que tu y réussiras jamais à bâtir une liberté financière, tout simplement car il faut de la visibilité. Autrement, tout le plan sera mauvais. C'est pour ça que la première chose que l'on fait dans Capital Nomade, c'est pas d'investir, c'est de créer de la clarté. J'ai énormément de monde qui me disent « Oui, mais moi, Neyel, je sais déjà à peu près où s'en va mon argent. » Et souvent, tu penses savoir, mais il y a une énorme différence entre savoir dans ta tête et le voir noir sur blanc. Le moment où tu poses réellement ton budget, il se passe souvent la même chose. Tu découvres des fuites, tu réalises que certaines dépenses prennent beaucoup plus de place dans ton budget que ce que tu pensais et généralement, là, c'est la grosse révélation. Tu comprends exactement pourquoi ton épargne se fait autant gruger et que ton patrimoine n'arrive pas à réellement décoller. Et ce moment-là, il est souvent assez inconfortable, mais il est vraiment libérateur parce que c'est à partir de ce moment-là que tu as réellement compris qu'est-ce qui te bloquait. Le vrai indicateur de liberté, c'est ton cash flow. Une des raisons principales du pourquoi il est important d'avoir un budget, c'est oui, suivre des dépenses, comprendre les fuites, mais surtout avoir de la clarté sur une chose. Combien il te reste chaque mois une fois que tout est payé. Parce que c'est tout simplement ce chiffre qui détermine si tu peux investir sereinement, si ton mode de vie est soutenable ou non, et si tu es en capacité de bâtir des fondations solides pour ton patrimoine. Encore une fois, beaucoup d'expatriés gagnent très bien leur vie, mais au lieu d'augmenter leur épargne, augmentent leur lifestyle. Et ici, il y a 2 options qui s'offrent à toi. Tu peux soit décider d'avoir l'air riche, ou poser des fondations solides et vraiment te construire de la richesse à long terme. Et si tu choisis volontairement de vivre un lifestyle au-dessus de tes moyens, je t'annonce que c'est exactement pour ça. Tu as une peur de mal faire, une peur d'investir, car tu sais au fond de toi, un seul imprévu obligerait de repartir à zéro. Petite parenthèse, pour tous les auditeurs qui ont des métiers en vente ou des métiers où la rémunération n'est pas complètement fixe, l'erreur numéro 1 que je vois partout, c'est de construire son budget sur des revenus non garantis. Des bonus, des commissions, ça c'est pas de l'argent pour vivre. C'est de l'argent pour investir, pour accélérer sa croissance, pas pour structurer ton quotidien. L'objectif du budget, encore une fois, c'est pas de se restreindre, de se priver, de vivre comme un moine. L'objectif est simple, c'est de savoir exactement ce que tu peux te permettre de faire sans stress. Quand ton budget est clair, tu sais exactement combien tu peux investir, tu sais où est-ce que tu peux couper dans tes dépenses niaiseuses et tu sais exactement ce que tu peux améliorer. En plus de ça, si tu restes discipliné à travers les mois,
tu pourras clairement voir si tu avances vraiment. Et le point fondamental, c'est surtout que tu arrêtes d'improviser. Maintenant, une fois que tu connais ta situation actuelle, tu peux poser les fondations de ton budget souhaité. Il y a une question fondamentale qui arrive, est-ce que ce train de vie financier me convient vraiment? Et dans l'étape suivante, on fait quelque chose de très différent. On regarde plus ton budget actuel, on construit ton budget souhaité. Celui que tu auras pour objectif de respecter pour les prochains mois. Le budget qui reflète tes priorités, tes objectifs, à quelle vitesse tu veux construire ta liberté financière pour concrètement te rapprocher de tes objectifs. Mais sans cette première étape, il n'y a absolument rien de sérieux qui peut être construit. Si aujourd'hui tu réalises que ta situation est fragile, c'est pas un problème. Ça deviendrait un réel problème si seulement tu reconnais l'hémorragie, mais tu refuses de faire quoi que ce soit. Donc dans la suite, on va voir concrètement comment transformer cette clarté en décisions intelligentes et en stratégies durables. Donc à ce stade, si tu as vraiment fait le travail, tu as déjà fait plus que 90% des gens. Parce que maintenant, tu sais où porte ton argent exactement et si ta structure est saine ou fragile. Qu'est-ce qui te ralentit? Et là, la question qui change, c'est plus qu'est-ce que je fais de mal, c'est qu'est-ce que je décide de faire maintenant. Et je veux être très clair, ce qu'on va construire ici, c'est pas ton budget final qui sera complètement figé dans le temps et qui prend en considération toute ta stratégie d'investissement. C'est vraiment une première version, c'est une base qui est beaucoup plus saine, une structure qui va pouvoir perdurer dans le temps. Quelque chose que tu peux appliquer demain matin dans ta vraie vie en tant qu'expat. Donc avant de commencer à construire ton budget souhaité, c'est important de comprendre ce que ce n'est pas. C'est donc pas un budget parfait, c'est pas non plus un budget où tu te prives, un budget impossible à tenir. Un budget souhaité, c'est vraiment une direction réaliste, une structure plus saine que celle d'aujourd'hui, une base qui te redonne le contrôle. Et ton tracking mensuel, c'est ton vrai edge d'amélioration. Et ton job, c'est pas d'être parfait dès le mois prochain. Ton job, c'est de corriger progressivement, réduire ce que tu fais de mal et créer de l'espace pour ta stratégie. Et très concrètement, tu vas prendre les grosses catégories de ton budget et tu vas te poser une question très simple. Est-ce que ce niveau de dépense me rapproche d'une structure qui est saine ou est-ce qu'il étouffe mes objectifs? Est-ce que c'est une dépense que je fais par habitude ou c'est une réelle obligation? Et tu ajustes avec lucidité. Encore une fois, un budget souhaité irréaliste, ça ne sert à absolument rien. Tout ce que ça va faire, c'est juste te décourager et c'est complètement contre-productif. Le budget souhaité sert à refléter la trajectoire que tu es capable de tenir aujourd'hui de façon réaliste. Même si aujourd'hui tu épargnes 5%, tu épargnes 10% de ton salaire, on s'en fout du chiffre au départ. Ce qui compte, c'est que chaque dollar qui touche ton compte en banque, tu sais exactement déjà à quoi il va servir. Et là, je te dis très franchement, il y a 2 erreurs qui ruinent absolument tout. C'est vouloir tout corriger d'un coup et te mettre plein d'objectifs irréalistes. Ça va tout simplement te décourager et on peut tout simplement pas construire une liberté financière avec une structure intenable. Et le but, c'est que ton budget souhaité devienne une référence. C'est que chaque mois, tu notes ton budget réel, tu le compares avec ton budget souhaité et tu regardes les écarts. Et la question n'est jamais est-ce que j'ai été parfait? Mais la question, c'est est-ce que je me rapproche d'une structure qui est plus saine qu'avant? Et maintenant, on arrive à un moment très important. Parce qu'une fois que ton cash flow est clair et que ta structure commence à être saine, la prochaine étape logique, c'est quelles sont tes dettes, comment tu structures tout ça intelligemment quand tu vis entre plusieurs pays, et c'est exactement ce qu'on va faire avec l'audit patrimonial. Dans la section d'avant, on a travaillé sur ton cash flow, ce qui rentre, ce qui sort, ton budget. Mais je te dis honnêtement, contrôler ton cash flow, ça va pas suffire. Parce que tu peux avoir un bon cash flow, mais avoir une situation financière fragile. Et tu peux avoir un cash flow moyen, mais une base solide. Pour construire une vraie stratégie, il manque une pièce essentielle. Avoir une image claire de ton point de départ, c'est-à-dire tes actifs et tes passifs. Donc déjà que la majorité des gens qui vivent dans leur pays d'origine ont une vision très fragmentée de leur patrimoine, ils ont un petit peu d'argent sur un compte ici, un petit peu d'argent dans une assurance vie, dans un PEA. Chez les expatriés, c'est encore pire. Encore une fois, on doit jongler entre plusieurs pays, plusieurs devises, plusieurs produits qu'on a gardés dans notre pays d'origine, qu'on a ouvert maintenant dans notre nouveau pays d'accueil. Et là, tu te retrouves avec un melting pot extrêmement dangereux. Tu vas devoir prendre des décisions sans avoir le tableau complet. Et ça, c'est vraiment, vraiment pas bon. Et voici les questions que tu peux te poser pour vraiment avoir une bonne idée de où tu en es aujourd'hui. Et si tu peux pas répondre à ces questions en 10 secondes, c'est probablement que tu n'as pas encore de stratégie. Qu'est-ce que je possède exactement? Qu'est-ce que je dois exactement? Quelles sont mes dettes les plus urgentes? C'est quoi mon patrimoine net aujourd'hui? Combien de temps je peux vivre sans revenu? Tant que ces réponses-là sont pas claires, toute stratégie d'investissement repose sur du flou. Dans l'académie qu'on bâtit actuellement, Capital Nomade, on utilise un outil, ça permet de centraliser, d'avoir une vision globale de tous tes actifs au même endroit. Donc c'est pas une plateforme faite pour trader ou pour faire des transactions, juste pour avoir une vision claire. Si tu veux avoir accès à cet outil, viens dans le lien en description, un des membres de notre équipe se fera un plaisir de te le partager.
Une fois qu'on a une vision claire, on peut se poser ces 3 questions primordiales. Est-ce que ce que je possède aujourd'hui est encore adapté à la vie que je mène maintenant? Parce que la vérité, c'est que beaucoup d'expatriés continuent à garder des produits financiers de leur pays d'origine par habitude et absolument pas par stratégie. Ils ont une assurance vie parce qu'ils ont toujours eu une assurance vie, un PEA parce que c'est bien en France d'avoir un PEA, des livrets qui font 0% de rendement et qui se font gruger par l'inflation par sécurité, et l'immobilier locatif parce que c'est rassurant. Mais ils se sont jamais posé la vraie question. Est-ce que ces produits servent encore dans ma situation actuelle d'expatrié? Donc, si on commence par exemple par le PEA, qui est un super outil en France quand tu es résident français, mais quand tu es expat, justement, ça peut devenir compliqué fiscalement, peu flexible et très centré français. Donc la question, c'est pas forcément est-ce que le PEA est bon, parce que dans certains cas, il va l'être, mais est-ce que en tant qu'expatrié, c'est vraiment adapté pour toi? Et en général, la réponse est non. Maintenant, la Caisse des Français à l'étranger, la CFE, c'est pas que c'est bien ni mal, mais ça va carrément dépendre de ton projet de vie. Si tu comptes revenir en France, ça peut avoir du sens, mais si tu construis une retraite 100% internationale par capitalisation, c'est-à-dire où c'est toi qui vas bâtir ta propre retraite, là, carrément, la CFE, c'est pas la brique la plus intelligente et la plus logique pour toi. L'immobilier en France rassure beaucoup de gens. Mais pour un expatrié, il faut se poser les vraies questions. Quel est le rendement réel? Est-ce que la fiscalité n'est pas en train de gruger tous nos rendements? Et surtout, une chose à retenir, le coût de l'opportunité. Est-ce que cet argent serait pas plus efficace ailleurs, dans une structure plus internationale? Dubaï, Abu Dhabi, où on reçoit les loyers en une fois, où il n'y a pas d'impôt sur la plus-value, ni de l'impôt sur les revenus locatifs? C'est des opportunités finalement qu'il faut considérer. Le message qu'on essaie de passer est extrêmement important. C'est possible que tu découvres que ta structure est moins belle que ce que tu pensais et que tu es principalement en train d'improviser. Clairement, le vrai danger à cette étape, c'est simplement de ne pas prendre action et rester passif face à la situation. Si tu as bien suivi jusqu'à maintenant, tu as fait un truc que très peu de gens font correctement. Tu sais où va ton argent, tu sais ce que tu possèdes, tu sais ce que tu dois et tu es en train de poser des bonnes questions sur ce qu'il faut conserver et ce qu'il faut que tu supprimes. Mais il manque un truc, le truc le plus important, la direction. Parce que sinon, tu vas faire comme 90% des gens, tu vas investir un peu, tu vas mettre un peu de côté, tu vas essayer sans savoir exactement ce que tu cherches à bâtir. Et un expatrié qui investit sans direction, c'est juste un expatrié qui fonce droit dans le mur. Donc ici, l'objectif, c'est encore une fois pas de comprendre l'investissement. Calmez-vous, ça va venir, on va en parler. Mais l'objectif ici est très simple, c'est de transformer ta situation actuelle en un plan financier clair, cohérent et chiffré. On va tenter ensemble de répondre à 4 questions. Qu'est-ce que tu veux financer? Combien de temps tu as devant toi pour le financer? Combien ça te coûte ou combien ça va te coûter concrètement? Et c'est quoi ton ordre de priorité? Et c'est extrêmement important parce que c'est littéralement ce qui va déterminer tout le reste. Ton niveau de risque, tes choix et les véhicules financiers qu'on va utiliser dans ton portefeuille. Donc le piège classique et la plus grosse erreur des investisseurs, c'est pas de choisir le mauvais véhicule financier, le mauvais ETF, la mauvaise action, mais c'est surtout de mal définir leur horizon de placement. Et j'ai un parfait exemple pour vous. Si tu investis dans des supports risqués, de l'argent que tu auras besoin dans 1 an, ne t'étonne pas d'être stressé quand les marchés bougent. Tu es en train de subir finalement la volatilité des marchés au lieu de la contrôler. Le résultat, tu vends au mauvais moment, tu prends des décisions émotionnelles et il y aura forcément des pertes inévitables. Donc ici, on ne parlera pas de produit. On va parler de direction, d'horizon de placement et de priorité. Et pour que ce soit concret, on va faire ensemble un exemple très courant qu'on voit dans pratiquement toutes nos rencontres clients. Petit disclaimer, chaque situation financière est extrêmement différente. Tout le monde a des salaires différents, des habitudes d'épargne différentes, des habitudes de dépenses différentes. Donc là, c'est vraiment simplement un exemple un peu général de ce qu'on peut rencontrer, nous, avec nos clients. Donc dans cet exemple, on va parler de Christian, 34 ans, expatrié à Dubaï depuis 2 ans. Il vit ici avec sa famille, sa femme et ses 2 enfants. Il gagne très bien sa vie. Il épargne, mais n'a jamais vraiment transformé ça en plan. Il a un salaire d'environ 12 000 $ US par mois. Il dépense environ 8 700 $ par mois pour vivre, ce qui lui laisse environ 3 300 $ par mois pour épargner. Actuellement, il possède un bien acheté à Abu Dhabi lors de son arrivée aux Émirats Arabes Unis. Pour l'instant, le loyer couvre l'hypothèque. Il dégage aucun revenu. Il a aussi une pension parce qu'il a travaillé en France. Il est allé sur le site français pour connaître ses droits de retraite et a pu voir qu'il recevra environ 500 € par mois pendant sa retraite. Dans son compte actuel, il détient un compte épargne d'environ 50 000 $ US. C'est seulement son coussin d'urgence qui correspond environ à 6 mois de dépenses. Il a un cash flow positif, il peut investir tous les mois, mais a zéro direction claire avec son argent. Concrètement, il épargne par hasard sans aucun plan précis. On va faire exactement ce qu'on fait avec tous nos clients. On va clarifier ses objectifs, on va les classer par horizon, et puis on va faire un exercice de reverse engineering
pour comprendre exactement ce qu'on doit mettre en place dans sa situation financière. Donc, dans l'étape 1, on va définir les objectifs de Christian. Christian, pour lui, c'est extrêmement clair. Ce qu'il veut, c'est accumuler de l'immobilier. Donc, il faut évidemment préparer un premier rapport immobilier. Deuxièmement, Christian a pour projet de prendre sa retraite relativement tôt. Il a pour objectif de prendre la retraite avec environ 5 000 $ par mois dans environ 20 ans, c'est-à-dire verser 55 ans. Donc évidemment, il va falloir commencer à planifier finalement cette partie de sa vie. Et une fois qu'on a ces objectifs, on peut maintenant passer à l'étape 2, qui sont finalement les données indispensables. C'est combien et ça sera quand. Donc rapidement, ce qu'il faut comprendre, c'est que si par exemple pour son apport immobilier, on a besoin de 30 000 $ et que Christian a pour projet d'acheter son bien immobilier dans seulement 3 ans et que c'est vraiment une de ses top priorités pour lui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement sauter sur la calculatrice d'épargne et on va directement comprendre ce qu'on a besoin de mettre en place aujourd'hui pour y arriver dans 3 ans. Donc si on assume par exemple un rendement de 6%, Christian a aujourd'hui besoin de mettre de côté tous les mois 1017 $. Le budget souhaité devient une vraie ligne directrice. Au lieu de j'investis ce que je peux, on passe à j'investis 1017 $ par mois pour mon projet immobilier et le reste part pour mon fonds d'urgence. Et là, tu arrêtes d'être émotionnel et de tout laisser au hasard. Donc ce que tu viens de voir, c'est le cœur de la planification financière. Tu as besoin d'un plan cohérent et durable dans le temps. Et seulement à partir de là, on peut parler de comptes, de plateformes, d'investissements, de véhicules financiers concrets qui vont nous propulser vers nos objectifs. La majorité des gens perdent pas de l'argent parce qu'ils ont mal choisi le véhicule d'investissement. Ils perdent de l'argent parce qu'ils investissent de l'argent dont ils ont besoin trop tôt. Et c'est là l'erreur numéro 1. Quand tu as bien identifié ton horizon de placement, tu sais exactement combien de temps tu peux laisser cet argent travailler pour toi. C'est à ça que sert ton fonds d'urgence. Et surtout, tu ne confonds pas de l'argent court terme avec de l'argent long terme et tu sais exactement à quoi sert ton fonds de sécurité. Tu as bien compris que c'est pas de l'argent fait pour la bourse. Donc cette partie de la vidéo, c'est même pas encore un module financier, c'est un module anti-panique. C'est faire en sorte que tu ne perdes jamais d'argent sur les marchés boursiers. Les marchés vont monter et vont descendre. La volatilité, c'est pas le danger. Le vrai danger, c'est simplement d'avoir mis tout ton argent au mauvais endroit. Et si tu veux l'implémenter proprement, avec les bons outils, les bons simulateurs et te faire accompagner par des professionnels pour l'implémenter dans ta stratégie, dans ta situation financière, viens nous écrire en privé directement. Donc maintenant qu'on a un plan, qu'on a une direction, qu'on a des objectifs qui sont chiffrés, je vais te dire un truc que personne te dit assez, c'est qu'un plan sans système, c'est juste un PDF qui dort et qui va jamais servir à rien. Et pour les expatriés, c'est souvent encore pire parce qu'on a de nombreuses raisons d'être figé face à l'action. On va changer de pays, changer de banque, changer de devise. Les gens veulent investir tout de suite. ETF, rendement, crypto, mais ils n'ont même pas un compte de fonds d'urgence. Comme on est expatrié, on n'a pas toujours la meilleure protection sociale. Il nous arrive un pépin, on a besoin d'avoir de la liquidité à disposition. Beaucoup de choses sont à nos propres charges, donc c'est primordial d'avoir un coussin dédié pour les urgences. Les fonds d'urgence, pour un expat, c'est pas optionnel, c'est une obligation. Et ici, l'idée est extrêmement simple. Tu veux au minimum 3 à 6 mois de dépenses de côté pour être toujours prêt à toute éventualité. Et le troisième niveau, ça sera un petit peu ton hub patrimonial. Ce que je veux dire par là, c'est que ce sera l'endroit finalement où tu vas pouvoir mettre tout ton argent et où finalement cet même argent sera au service de tes objectifs long terme. Le principe est extrêmement simple, c'est que tu veux un endroit central et pensé pour l'international. Et pourquoi? C'est extrêmement simple. Quand tu es un expat, tu n'as absolument pas envie de dépendre d'un seul pays, d'une seule banque, d'un seul produit d'investissement. Tu veux vraiment de la mobilité et de la flexibilité. Donc on a plusieurs plateformes pour expatriés qui peuvent être utilisées comme hub central. Mais pour un expatrié, le plus important, c'est toutes ces cases. Tu peux avoir plusieurs devises, les taux de change sont très attractifs, tu as accès aux marchés mondiaux, il y a une vraie stabilité institutionnelle et surtout, tu peux suivre tes investissements de partout dans le monde et tes investissements peuvent te suivre de partout dans le monde, peu importe tes futurs déménagements. On en a plusieurs à disposition. On peut toutes te les recommander si tu viens prendre le temps de discuter avec un de mes collègues à travers le lien dans la description. Et dans l'académie, on fait ça proprement. On t'accompagne de A à Z. De l'architecture du compte à la configuration de tout ton hub central. Évidemment, on te partage toutes les règles de sécurité qui sont indispensables à respecter, toutes les bonnes automatisations à mettre en place, car encore une fois, la discipline bat la motivation. Mais l'automatisation bat la discipline. Et si tu n'as pas cette structure en place, je peux te garantir que tu vas avoir énormément de difficultés à rester motivé et constant dans ton épargne. Donc tout ce qu'on vient de voir, c'est de la mise en application. Donc maintenant qu'on a parlé de structure, de cash flow, de patrimoine, de direction, il est enfin temps d'aborder un sujet que tout le monde veut comprendre, l'investissement. Et évidemment, on va faire ça de façon très intelligente.
on va commencer par vraiment poser les bases de l'investissement boursier pour que vous puissiez réellement saisir l'essentiel. Parce que évidemment, tant que tu ne comprends pas ce que tu achètes, tu investis à l'aveugle. Donc pour poser les bases, on va commencer avec un des investissements les plus populaires chez les expatriés. C'est les actions. Quand tu achètes une action, c'est comme si tu as acheté une part d'une entreprise. Tu deviens copropriétaire, je peux me permettre. Si l'entreprise se développe, elle fait des bénéfices, ben ton action prend de la valeur. Si cette entreprise malheureusement va mal, ben ton action, elle, va baisser. Donc investir en action, c'est pas juste jouer au casino, à part si tu achètes la première action que tu vois pour aucune bonne raison. C'est plutôt investir dans l'économie réelle, dans les entreprises qui génèrent un réel revenu et qui, à travers le temps, prennent de la valeur. Donc ensuite de ça, on a les obligations. À l'inverse, une obligation, tu ne deviens pas copropriétaire, mais tu vas prêter de l'argent à, par exemple, un État, une entreprise, et en échange, eux, ils vont te payer des intérêts et tu vas également récupérer ton capital à l'échéance. C'est beaucoup moins risqué que les actions, vraiment moins volatile, mais aussi évidemment moins rentable sur le long terme. C'est souvent la partie du portefeuille qui est investie pour la partie sécuritaire. Donc le fonds d'urgence peut être utilisé dans des obligations. Après les actions, après les obligations, il y a aussi les FNB, les fonds négociés en bourse, qui peuvent être soit à gestion passive ou à gestion active. Un fonds négocié en bourse, c'est une agglomération d'actions qui vont être investies dans un seul panier d'investissement pour recopier une économie ou un secteur en particulier. Au lieu d'acheter une action ou une obligation, tu achètes des centaines, voire des milliers d'actifs en une seule fois. Un petit exemple, on a un fonds négocié en bourse, un FNB, comme le MSCI World, qui va représenter des actions mondiales. Ou on a encore un autre FNB très connu qui s'appelle le S&P 500, qui est à gestion passive et qui suit les 500 plus grandes entreprises aux États-Unis. Ça nous permet d'avoir une diversification automatique et des frais très bas, puisque personne, finalement, achète ou y vend des entreprises. C'est un outil extrêmement idéal pour commencer et tremper ses premières orteils dans les marchés. Donc encore une fois, ici, on insiste volontairement sur le fait que la construction d'un portefeuille ne commence jamais par le choix des véhicules financiers. Elle commence par ta réalité à toi, ton horizon de placement, ta capacité à prendre du risque et ton désir de prendre du risque. Pas juste ce que tu vois sur Instagram et TikTok. Mais la construction de ton portefeuille doit réellement se baser sur ce que toi tu es prêt à assumer émotionnellement et financièrement. Et même avant d'aller plus loin, il y a une chose que beaucoup de gens sautent, et surtout chez les expatriés, c'est à quoi sert cet argent concrètement. Comme on en a parlé dans le module précédent, est-ce qu'il va financer un achat immobilier? Est-ce qu'il va financer ta retraite? Est-ce qu'il va financer, par exemple, l'éducation de tes enfants? Tous auront finalement des horizons de placement différents et à ce moment-là, on pourra ensemble déterminer quel véhicule financier est le plus adapté. Et c'est encore plus fondamental pour un expatrié de bien définir tout ça. Parce que très souvent, ton argent est dans plusieurs pays, dans plusieurs devises, avec des horizons différentes. Et là, l'erreur classique chez les expatriés, c'est de tout mélanger. Un portefeuille où on met tous nos objectifs. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Un portefeuille, c'est égal à un objectif. Si on a plusieurs objectifs, on crée plusieurs portefeuilles avec plusieurs véhicules financiers qui ont tous des horizons d'investissement différents. Et c'est là que c'est extrêmement important de comprendre que dans un portefeuille, chaque actif a un rôle très précis. Des actions de croissance comme Meta, Google, Amazon sont pour de la haute performance, mais sur le long terme. Des actions de valeur plus stables, souvent orientées rendement de dividendes, te permettent d'aller chercher une stabilité sur la volatilité des marchés. Exactement. Et le plus gros problème qu'on voit chez les expatriés, c'est de absolument tout mélanger sans logique. Juste parce qu'un produit est à la mode ou qu'il a été recommandé par un de ses amis avec un projet qui n'est même pas encore défini. Si un seul de ces piliers est bancal, ton portefeuille sera bancal. Et pourtant, quand tu vis à l'étranger, c'est central. Un point qui est très souvent oublié, c'est le rythme des investissements. C'est extrêmement important. Quelqu'un qui va avoir en une seule fois un gros montant à investir ne va probablement pas attaquer les marchés de la même façon que quelqu'un qui commence avec une somme plus légère, comme 1000 ou 1500 $ par mois, et qui va, lui, finalement rentrer tous les mois dans le marché. Évidemment, la meilleure chose qu'on peut conseiller, c'est souvent de rentrer progressivement dans le marché, tout simplement parce que ça réduit le stress. Et pourquoi ça réduit le stress? C'est tout simplement car dans le temps, on va pouvoir lisser le prix de notre action en ayant acheté quand c'était un peu plus haut, acheté quand c'était un peu plus bas. Et sur 5-10 ans, on va se retrouver avec un prix moyen qui est attractif. C'est une stratégie qu'on appelle le dollar cost averaging, dont on parle énormément dans toutes les vidéos. Et le concept est extrêmement simple. Il suit cette stratégie, comme vous pouvez le voir à l'écran, d'acheter constamment, mois après mois, peu importe le prix du marché, ce qui fait finalement une moyenne du prix de l'actif qu'on détient. Et avant de se lancer sur les marchés, il y a des règles écrites qui sont des non négociables.
C'est un point fondamental pour avoir une bonne stratégie. Ce que je veux absolument que tu retiennes dans cette partie, c'est qu'investir, c'est pas compliqué, mais c'est pas de l'improvisation. Les bons véhicules financiers dépendent toujours de ton horizon et la simplicité bat toujours la complexité. La majorité des investisseurs ne perdent pas de l'argent à cause des marchés, mais à cause d'eux-mêmes, à cause de leurs émotions. Une chose fondamentale à comprendre, c'est la résilience des marchés. Les marchés vont naturellement monter, baisser, avoir des gros moments de panique, puis ensuite de ça repartir. Et c'est toujours comme ça. Et pas parce que c'est de la magie, simplement parce que c'est la mécanique qu'il y a derrière les marchés. Chaque crise donne absolument toujours l'impression que cette fois c'est différent, que cette fois-ci ça ne remontera jamais. Et pourtant, sur le long terme, les marchés ont toujours absorbé les crises. Le rôle d'un investisseur long terme, ce n'est pas de prédire les crises, mais c'est de survivre à chaque cycle. Et un exemple que je peux te donner qui va vraiment complètement changer ta perspective sur le fait de rester investi ou ressortir quand tu commences à stresser, c'est ça juste ici. Dans l'exemple qui va s'afficher juste ici, tu peux voir que si tu avais raté les 10 meilleures journées sur la bourse depuis les 20 dernières années, ton rendement aurait été divisé par 2. Si tu es pas sûr d'avoir bien compris, prends au moins 5 secondes pour revenir et réécouter, car c'est vraiment primordial que tu comprennes bien ce concept. En gros, ce que mon frère explique, c'est que les meilleures journées en bourse arrivent souvent après les pires. Exactement au moment où les gens ont eu peur et tout le monde est sorti du marché. Sortir du marché, même temporairement, c'est souvent rater l'essentiel de la performance. Et la volatilité, c'est pas un risque. La volatilité est stressante que quand tu ne l'as pas anticipé. Mes clients, quand ils ont vécu de la volatilité due au tarif ou due à la COVID, plusieurs m'ont appelé, m'ont dit « Lace, j'ai de l'argent dans mon fonds d'urgence. Est-ce que c'est possible de réinjecter dans les marchés qui sont actuellement en rabais? » C'est la bonne philosophie à avoir. Le but, c'est de se dire, si cet argent est pour le long terme, on doit capitaliser sur cette volatilité en réinjectant dans les marchés. Donc, pour récapituler tout ce qu'on a pu voir dans cette vidéo aujourd'hui, on a commencé par comprendre son budget et reprendre le contrôle sur son cash flow. On a pu partir sur un point de départ clair en faisant un audit patrimonial. On a pu enfin avoir une direction claire sur nos objectifs en les classant en ordre de priorité également. Ensuite de ça, on a pu comprendre l'importance de mettre des systèmes en place. Ensuite de ça, on a parlé des différents véhicules financiers, comment vous pouvez les répartir en fonction de quand est-ce que vous avez besoin de votre argent et de vos différents objectifs, la psychologie financière de l'investisseur, comment maîtriser ses émotions avec les marchés boursiers en tant qu'expatrié. Capital Nomade a pour but d'être l'école d'éducation financière référence pour les expatriés dans le monde. Moi et mon frère Neyel sommes les deux cofondateurs de cette école. Nous allons vous dévoiler tous les secrets que doivent appliquer les expatriés pour bien gérer leur situation financière. Capital Nomade te donne accès aujourd'hui à plusieurs outils. Le but étant de t'aider à t'organiser en tant qu'expatrié. Tu peux avoir accès à nos outils à travers le lien dans la description. Et après avoir accompagné plus de 250 familles dans la gestion de leur patrimoine et après avoir géré plus de 60 millions d'actifs sous gestion, moi et mon frère sommes largement qualifiés pour t'aider et répondre à tes questions au niveau financier. Donc si jamais il y a certains points que tu aimerais aller plus en détail, n'hésite surtout pas à utiliser le deuxième lien dans la description et ça nous fera un plaisir de t'aider. On se revoit très vite sur la chaîne Capital Nomade. À bientôt là. À bientôt.